Ah, ça, c'est encore plus extraordinaire. On a transféré le microbiote de patients avec Alzheimer à des souris qui n'avaient rien du tout. Et hop, on va voir que ces souris vont, dans les mois qui suivent, à avoir des comportements neurodégénératifs, avoir des marqueurs cérébraux d'Alzheimer, etc. Alors qu'on a juste transféré un microbiote qu'on a ensuite entretenu. C'est-à-dire qu'il y a des transferts qui sont répétés pour s'assurer d'avoir un microbiote type patient Alzheimer chez la souris. Et alors, et chose encore plus extraordinaire, c'est qu'on a aussi transféré donc des microbiotes de patients Alzheimer, mais des patients atteints modérément et des patients avec une atteinte sévère. Et on a vu que les souris allaient développer soit une atteinte modérée ou sévère, proportionnelle au microbiote qu'on leur a inoculé. Donc, c'est terriblement impressionnant. Le lien entre les deux est majeur et c'est comme ça pour le stress, l'anxiété, la dépression et ce qui est neurodégénératif. Donc, il y a les liens, c'est évident. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Quand on parle d'anxiété, on pense d'abord au mental, les pensées envahissantes, le stress, l'hyperactivité cérébrale. Mais ce qu'on sait moins, c'est que notre microbiote intestinal pourrait jouer un rôle clé dans la manière dont notre cerveau fonctionne. En fait, les bactéries dans notre intestin influencent directement nos émotions, nos neurotransmetteurs et même notre résilience face à l'anxiété. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment ça fonctionne avec le Dr Ballon-Perrin, médecin spécialiste du microbiote. Bonjour Dr Ballon-Perrin. Bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne SIMP. On va de nouveau parler du microbiote, mais cette fois-ci avec un angle un petit peu différent. On va rentrer vraiment sur le lien, parce que tu me parlais de toutes les études qu'il y a maintenant vraiment sur le lien entre le microbiote et l'anxiété, donc essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Mais avant de parler du microbiote, je pense qu'il y a certaines choses desquelles il faut parler. Notamment les messagers du cerveau. Et donc, je pense qu'on va peut-être commencer par une question c'est général, qui est quels sont les neuromédiateurs, ces messagers du cerveau, qui sont impliqués dans l'anxiété et la dépression. Voilà. Alors, pour essayer de mettre un peu un cadre au cerveau, si je puis dire, on sait que le cerveau, c'est un organe absolument fascinant dont on connaît pas mal de choses, mais encore dont on ignore énormément de choses. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un organe électrique, où finalement on a plus de 100 millions de neurones. Non, qu'est-ce que je dis, 100 millions 100 000 milliards, pardon. 100 000 milliards de cellules nerveuses et on considère même 150 000 milliards de connexions synaptiques. Donc, c'est ces fameuses connexions entre les neurones, là où justement sont produits ces fameux neurotransmetteurs ou neuromédiateurs, peu importe comment on les appelle. Et alors, les 150 000 milliards de connexions, elles ne sont pas toutes, je dirais, destinées à l'émotion. On sait qu'il y a différentes parties dans le cerveau, il y a trois grands cerveaux, entre guillemets, à ce niveau-là, et il y a une partie du cerveau qu'on appelle le système limbique, hippocampique, enfin bref, qui est une zone plutôt dédiée à l'émotion. Et à ce niveau, au niveau de ces neurotransmetteurs, eh bien, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui ont été impliqués dans l'anxiété et l'humeur. Alors, on ne va pas tout citer, mais pour citer les principaux, il y en a deux qui reviennent souvent et qui sont fondamentaux. C'est le système GABA par rapport à l'anxiété et le système sérotoninergique par rapport à l'humeur. Et donc, en fait, si vous voulez, pour essayer d'un peu comprendre ce qu'il en est, et c'est quoi un antidépresseur aussi, parce que finalement, on parle beaucoup d'antidépresseurs. Les gens, quand on revoit les statistiques, sont assez phénoménales là-dessus. Le nombre de personnes qui ont pris un anxiolytique ou un antidépresseur sur les 12 derniers mois en France, par exemple, c'est au moins une personne sur 4. Et je dirais que c'est la manière dont ça fonctionne finalement, eh bien, ce sont des substances qui vont améliorer soit l'affinité du récepteur pour le neurotransmetteur, soit
qui vont faire que la molécule va rester plus longtemps en contact avec le récepteur. Alors, c'est un petit peu, alors pour expliquer, on va avoir un peu une vision. Bon, je pensais au bilboquet, mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est le bilboquet, je crois. Donc, on va plutôt parler d'autre chose. C'est que si vous prenez un chargeur de smartphone, ça c'est plus simple, eh bien, vous allez avoir, quand vous mettez votre chargeur dans le smartphone, eh bien, vous allez avoir une connexion qui va se passer. C'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que vous avez le chargeur que vous mettez dans le smartphone et il faut imaginer que on est non pas un courant électrique, mais on a besoin de molécules qui passent de la partie chargeur vers la partie téléphone pour que l'action puisse avoir lieu. Et en fait, quand il y a un contact entre le chargeur et son récepteur, le récepteur c'est là où on met le chargeur dedans, eh bien, il faut que effectivement il y ait une affinité. Bon, avec un téléphone c'est facile, mais il faut imaginer que dans le corps humain, c'est pas toujours, l'affinité n'est pas toujours aussi simple, et donc il faut que la molécule puisse bien se lier au récepteur. Et puis, on constate aussi que il faut que cette molécule reste un certain temps en lien avec le récepteur pour que de cette union, il y ait un courant électrique qui puisse partir de là et continuer à transmettre l'info, en l'occurrence l'info antidépressive ou anxiolytique qui est transmise. Voilà. Et donc là-dedans, il y a, pour citer les neurotransmetteurs, il y a la sérotonine, dont tu as parlé, qui est responsable de quoi? Alors la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est plutôt impliqué dans tout ce qui est humeur, donc mais plutôt, comme diront, alors il y a toutes sortes de classifications, je laisse ça aux psychiatres, aux psychologues, mais on va plutôt dire que c'est plutôt humeur et anxiété quand même. Donc, ce sont des dépressions anxieuses dans les manques de sérotonine. C'est aussi une perturbation du sommeil, dans l'hyperphagie, ça joue aussi par rapport au contrôle de l'appétit. Donc, ce sont tous des éléments qui impliquent la sérotonine. Par exemple, la dopamine, ce sont plutôt des dépressions atoniques, comme on dit. Donc, on sait que la dopamine est plutôt nécessaire pour entamer les mouvements, pour l'envie, le dynamisme psychologique. Là, c'est plutôt la dopamine qui intervient. Mais bon, on va pas passer en revue tous les neurotransmetteurs, mais le concept, c'est plutôt ça. C'est ça. Et puis après, tu as parlé du coup du GABA. Oui. Alors, le GABA, ça, c'est vraiment, on sait que les récepteurs au GABA, donc effectivement, vont transmettre, à l'inverse, vont calmer l'influx anxieux. Ce sont des molécules qui vont calmer l'hyperexcitabilité nerveuse. Et donc, quand il faut qu'il y ait suffisamment de ce GABA qui vienne se fixer sur le récepteur pour moduler, c'est un petit peu un modulateur de l'hyperexcitabilité et donc, de ce fait, agissent contre l'anxiété. On parle souvent, du coup, quand on parle du GABA, on parle souvent du glutamate. Aussi. Oui. Donc en fait, le glutamate est le précurseur du GABA. Et donc, il existe, et ça c'est terriblement important de comprendre, c'est que pour que ce glutamate puisse être transformé en GABA, eh bien, il y a une enzyme qui s'appelle la glutamate décarboxylase, qui est une enzyme qui va permettre justement de transformer ce glutamate en GABA. Et cette enzyme, précisément, et c'est ça qui est très important à comprendre, pour qu'elle fonctionne bien, eh bien, il y a plusieurs éléments indispensables. Premièrement, c'est d'avoir assez de magnésium et assez de vitamine B6. Donc, ceci est aussi un des liens et un de ce besoin en magnésium et en B6 contre le stress dont on parle souvent. C'est par ce mécanisme-là. Et ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que le microbiote, et en particulier, on y reviendra, il y a une bactérie qui était bien identifiée là-dedans, qui est le Lactobacillus plantarum, eh bien, avec une souche spécifique en l'occurrence dans l'étude, mais soit le Lactobacillus plantarum, qui a cette capacité d'augmenter l'activité de la GABA décarboxylase. Okay. La glutamate décarboxylase, pardon, pour produire du GABA. Ok, donc voilà, donc là on a rentré déjà pas mal dans le détail, mais donc on a parlé surtout de ces neuromédiateurs qui sont utilisés dans les mécanismes de l'anxiété. Oui, alors je te coupe, il y a juste une chose que j'ai quand même oublié de dire qui est importante, c'est et les benzodiazépines là-dedans, avec le GABA, parce qu'on parle tous les anxiolytiques, bref, qu'on ne présente plus. Donc on sait que les anxiolytiques agissent sur le système GABA, essentiellement. Les antidépresseurs, ça dépend lesquels, mais un grand nombre
d'antidépresseurs agissent sur le système sérotoninergique, eh bien, les anxiolytiques, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent la sensibilité du récepteur GABA au GABA. C'est ça leur mode d'action, en fait. Et les antidépresseurs sérotoninergiques, on les appelle, comme par exemple, pour prendre un exemple classique connu, qui est la fluoxétine, donc le Prozac, eh bien, on sait que c'est une catégorie de médicaments qu'on appelle SSRI, donc ça veut dire qu'ils vont inhiber la recapture de la sérotonine quand celle-ci est fixée sur son récepteur. Donc, il faut produire cette sérotonine, il faut qu'elle arrive sur son récepteur, qu'elle se fixe à son récepteur, et ensuite qu'elle reste fixée un certain temps à ce récepteur, et c'est comme ça qu'agissent ces antidépresseurs. Alors, on verra et on comprendra pourquoi ces antidépresseurs n'agissent pas toujours aussi bien qu'on voudrait, parce qu'il y a un tas d'autres facteurs, et justement, c'est là où c'est très intéressant d'utiliser cette connaissance en médecine fonctionnelle pour essayer justement d'optimiser l'activité des antidépresseurs. Ok, mais donc pour résumer, on a parlé de deux choses. On a parlé de la dépression et de l'anxiété. La dépression, ici plus directement liée à ce système de la production de la sérotonine qu'on va parfois aider à être correctement recapturé avec les antidépresseurs. Et puis on a parlé plutôt de la partie anxieuse avec la production et la circulation du GABA qui lui va aider à calmer l'excitation nerveuse et pour lequel on donne parfois des anxiolytiques pour améliorer le fonctionnement du GABA pour des anxiolytiques qui réduisent l'anxiété. Absolument. Donc là, il y a un peu ces deux mécanismes maintenant qu'on comprend mieux au niveau au niveau chimique dans le cerveau. Les deux principaux mécanismes. Après, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais ça serait plutôt plus des discussions, comme tu disais, avec un psychologue ou psychiatre. Mais donc, on peut clairement dire qu'un déséquilibre dans ces neurotransmetteurs ici peut être à l'origine de troubles anxieux ou dépressifs. Maintenant, du coup, c'est là que ça devient intéressant et un peu le sujet de l'épisode, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques solides qui viennent établir un lien entre le microbiote et du coup l'anxiété et la dépression, du coup probablement liés à ces deux mécanismes dont on a parlé ici. Voilà, exactement. Donc, bon, ça fait déjà un moment, depuis qu'on s'intéresse au microbiote début des années 2000, qu'on a fait des études sur les souris et on a montré que quand on transférait le microbiote d'une souris, donc on stresse une souris et puis ensuite, une fois qu'elle est bien stressée, hop, on prend son microbiote qu'on transfère à une souris pas stressée. Et alors, on soumet ces souris à des épreuves et on va constater que, eh bien, la souris qui n'était pas stressée au départ, à qui on a transféré le microbiote d'une souris stressée, va se comporter comme une souris stressée. Donc, bref, elle est stressée. Alors, quelles sont ces épreuves, justement? Je veux dire un mot, parce que finalement, on en reparlera après. Parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'une souris est stressée et qu'elle n'est pas stressée, si ce n'est qu'on la soumet à un stress, mais après, comment est-ce qu'on vérifie qu'elle est stressée? Alors, il y a plusieurs épreuves, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais forcément, on ne fait pas un questionnaire de feeling chez la souris, ça c'est plutôt les études chez l'homme. Et à l'inverse, l'homme, lui, on ne va pas le soumettre aux épreuves auxquelles on soumet les pauvres souris. Et donc, en fait, les épreuves auxquelles on les soumet, deux épreuves qui sont des grands classiques et qui ne sont pas des épreuves qui sont trop traumatisantes pour la souris, justement. La première, c'est qu'on analyse comment une souris bouge. Et en fait, on constate qu'une souris stressée va très peu bouger, et elle devenir très immobile, et elle va, si on la met au centre d'un espace, elle va plutôt rester au centre, elle ne va pas tellement aller explorer la périphérie. À l'inverse, une souris qui n'est pas stressée, elle va bouger dans tous les sens, elle va tout explorer. Idem, il y a les épreuves de nage, qui sont on met les souris dans une cage en plexi qui fait 25 cm de haut avec 10 cm d'eau. Et alors, il y a une sortie. Et donc, les souris qui ne sont pas stressées sont beaucoup plus capables de nager et de trouver la sortie que les autres. Enfin, voilà, ce sont les fameuses épreuves classiques qui permettent d'évaluer la situation. Bref, pour en revenir à la question, je ne sais plus où j'en suis avec tout ça. Je me demandais si aujourd'hui, est-ce qu'il y a des études qui montrent un peu le lien entre l'anxiété, la dépression et le microbiote. Oui. Donc, comme je disais, il y a ces études qu'on a pu faire il y a déjà longtemps. Alors maintenant, ça va plus loin. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante qui est parue il y a quelques années, où là, on fait la même chose. On stresse une souris, hop, on transfère son microbiote à une souris pas stressée.
Et alors, ce que l'on constate, c'est que la souris devient stressée. Alors mais là, on est un petit peu plus loin. On a constaté aussi que non seulement elle était stressée, mais qu'il y avait ce qu'on appelle une neurogénèse diminuée. Donc ça, c'est un autre facteur. On sait aussi que, ça c'est un élément intéressant, c'est que quand on donne par exemple un antidépresseur à une souris, eh bien on a un effet effectivement antidépresseur à une souris stressée, mais on va aussi réaugmenter la synthèse de tissu nerveux. Et on peut augmenter même considérablement la synthèse de tissu nerveux. C'est un des éléments qui est aussi évoqué sur l'impact des antidépresseurs, c'est que ça permettrait d'avoir cet effet, comme j'expliquais, de diminuer d'augmenter plutôt le contact du neurotransmetteur avec son récepteur et donc diminuer la recapture. Mais aussi sera un impact pour augmenter la portion de tissu nerveux qui est impliqué dans cette activité. Oui, c'est comme si tu lances une balle qui doit arriver sur un scratch, le scratch devient plus grand, donc tu as plus de chances que la balle tape dessus. Ça aussi, mais il y a aussi surtout plus de cellules qui ont cet effet au niveau mental, quoi, on va dire, plus exactement. Et donc, dans cette fameuse étude, ce qu'on a constaté, c'est que, quand on allait donner, et c'est pour ça que j'en parle, parce que ça montre non seulement ce qui se passe, mais aussi le mécanisme. Eh bien, quand on a donné du 5-hydroxytryptophane, alors le 5-hydroxytryptophane, c'est une molécule qui est en fait une étape déjà de transformation du tryptophane. Donc, le tryptophane, c'est l'acide aminé qu'on va trouver dans l'alimentation, qui va servir de précurseur justement à la sérotonine. On en trouve particulièrement pas mal dans les bananes, c'est ça qu'on a un peu parlé, ça, le good mood fruit, hein, c'est entre autres parce qu'il y a beaucoup de tryptophane dedans. C'est qui aide à produire du coup la sérotonine. Qui va aider à produire la sérotonine. Eh bien, en fait, ce tryptophane est ensuite transformé dans le cerveau, parce que en 5-hydroxytryptophane qui va être transformé en sérotonine, etc. Et quand on donne du 5-hydroxytryptophane aux souris, eh bien, on a constaté que on retrouvait de nouveau un effet bénéfique au niveau de l'humeur et sur la neurogénèse. Ce qui veut donc dire que l'impact qu'il y a eu de ce stress et de cette perturbation est vraisemblablement lié au système sérotoninergique. Et alors, c'est là où ça va effectivement plus loin, c'est qu'on a constaté qu'en donnant, dans des expériences sur des souris par exemple, en donnant certaines bactéries comme le Bifidobacterium breve ou le Lactobacillus plantarum, eh bien, on allait améliorer l'humeur des souris qu'on avait stressées et rendues dépressives, mais on allait aussi constater qu'on avait moins alors là, ça devient plus compliqué à expliquer, comment dire ça simplement. On avait on avait une meilleure preuve que la sérotonine était mieux utilisée. Alors, pour ça, il aurait fallu que je parle d'autres choses avant. C'est pour ça que j'en parlerai après. Ou sinon, plus personne ne va rien comprendre. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je te demandais s'il y avait des preuves qu'il y avait un lien entre le microbiote et l'anxiété. Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on sait que oui. On sait qu'il y a effectivement, quand on donne le microbiote d'une souris stressée à une souris non stressée, elle devient stressée. Donc, ça, c'est évidemment un argument phénoménal, mais ce qu'on sait maintenant, en plus de ça, c'est qu'effectivement, la raison pour laquelle le fait de transférer ce microbiote stresse la souris, c'est sans doute parce que ce microbiote a un impact sur le système sérotoninergique. Et du coup, ça pose cette question de comment est-ce que ces bactéries font pour influencer du coup la production au niveau sérotoninergique? Voilà. Alors, il y a plusieurs voies qui ont été. Il y a 4 grandes voies qui sont évoquées. Alors, il y a une voie qui est de dire que, en fait, par rapport à ces bactéries-là, prenons un exemple, Lactobacillus plantarum, eh bien, on sait que cette bactérie va augmenter la quantité de la fameuse glutamate décarboxylase qui va permettre de produire plus de GABA. C'est ça, donc qui avait ce rôle anti-excitateur. Voilà, exactement. Donc qui réduit l'anxiété. Donc ça, c'est vraiment un lien qui a été reconnu. Et d'ailleurs, ils ont fait une expérience avec ce produit-là. Et ils ont montré que quand on met in vitro, donc en solution, on met du glutamate et on rajoute ce Lactobacillus plantarum, eh bien on va produire après X
heures, X jours, une quantité importante de GABA. Et si on met le même glutamate en présence d'autres bactéries, on va rien voir du tout. Donc c'est comme ça qu'on fait pour définir qu'une bactérie spécifique a un impact sur la production. Exactement. Et puis alors, il y a les études sur les souris dont je vous parlais, où on a constaté qu'en donnant un probiotique qui justement, ces fameux psychobiotiques dont on parle, qui contient ce lactobacillus et ces bifidos, eh bien, chez les souris, on voit qu'ils avaient des meilleures épreuves au niveau mobilité, au niveau nage, etc. quoi. Donc, ça avait clairement un effet. Ouais. Et mais quand on dit qu'une bactérie en fait a un effet en tant que tel, ou que cette bactérie aide à produire du coup ce qu'il faut pour produire le GABA, c'est toujours un peu une réaction en chaîne de quelque chose qui produit quelque chose qui produit quelque chose. C'est pareil au niveau des bactéries. Tout à fait, c'est indirect, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que de dire tiens voilà, vous avez une bactérie qui produit du GABA, une bactérie qui produit de la sérotonine, comme on a dit à l'époque, c'est pas comme ça. C'est effectivement, il y a une bactérie qui favorise la synthèse d'une enzyme, qui favorise la synthèse d'un neurotransmetteur. Ça, c'est une voie. Mais il y a d'autres mécanismes. Il y a aussi, par exemple, on sait que certaines bactéries ou les acides gras à chaîne courte, par exemple, qui sont produits par des bonnes bactéries du microbiote. Parce que les bactéries, quand elles mangent, en fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elles font en fait ces bactéries dans ça fait partie d'un autre mécanisme. C'est-à-dire que, donc comme j'expliquais, il y en a qui vont augmenter la production de certaines enzymes, qui vont augmenter la production de la substance en question. Il y en a d'autres qui vont augmenter l'incorporation du tryptophane, donc en fait, c'est cet acide aminé qu'on trouve dans l'alimentation, qui va être absorbé au niveau intestinal et qui va augmenter aussi la production de sérotonine au niveau des cellules intestinales qui la produisent. Donc on a une augmentation de l'absorption et de la production de sérotonine grâce à certaines bonnes bactéries du microbiote. À l'inverse, certaines mauvaises bactéries du microbiote, j'en avais déjà parlé précédemment, donc les alistypes, là c'est une bactérie qui, on le sait, produit une enzyme qui, elle, dégrade le tryptophane. Et d'ailleurs, ça en revient, c'est pour ça que je me suis arrêté dans mon explication tantôt, parce que ça aurait été incompréhensible. Eh bien, ça fait partie des études qui ont été faites, c'est qu'on a constaté que en donnant certaines bactéries, non seulement on avait des effets bénéfiques sur les épreuves chez les souris, mais aussi, on constatait aussi que la quantité de métabolites produits par une dégradation excessive du tryptophane dans l'intestin diminuait. Donc, ça veut dire qu'il y avait moins de dégradation parce que l'équilibre du microbiote était différent. Donc, il y a à la fois des bactéries qui vont produire directement quelque chose qui va aider à produire la substance. Il y a des bactéries qui, elles, vont aider à ce que la substance se synthétise mieux et un effet qui fonctionne mieux. Et d'autres bactéries qui, à l'inverse, vont avoir un effet justement anti-production, qui vont faire en sorte que la substance que tu veux produire fonctionne moins bien. Exactement, et c'est pour ça que d'une part, bien entendu, des psychobiotiques qui sont des produits qui contiennent des bactéries qui semblent intéressantes, avec justement, j'en ai parlé tout à l'heure, le Lactobacillus plantarum ou le Bifidobacterium breve, par exemple, c'est une chose intéressante, mais pas que. On voit pour être optimal, eh bien, il faut avoir une meilleure correction du microbiote, c'est-à-dire de s'assurer de diminuer l'excès de ces bactéries qui vont justement empêcher l'absorption de précurseurs de ces neurotransmetteurs, favoriser justement d'autres bactéries qui vont stimuler l'incorporation et la production de ces précurseurs de neurotransmetteurs. Et donc, c'est sûr que équilibrer le microbiote au sens large va être, bien entendu, très intéressant. On va peut-être parler après du coup de comment on équilibre le microbiote, mais juste, donc du coup, il y a ces trois mécanismes-là qui font que le microbiote, les bactéries du microbiote vont avoir un impact ici sur ce qui se passe au niveau cerveau. Donc on comprend mieux c'est quoi la voie par laquelle les bactéries ont cet effet. Mais je veux juste revenir sur la production de la sérotonine. Donc tu parlais qu'elle se faisait au niveau de l'intestin, parce que c'est quelque chose qu'on imagine plutôt au niveau cérébral. Mais tu disais tout à l'heure que voilà, il y avait de la... C'est-à-dire que les deux, c'est-à-dire que à la fois il y a ce qu'on appelle l'incorporation du tryptophane alimentaire qui va être absorbé et qui va être
via voie sanguine, va arriver jusqu'à la barrière hémato-encéphalique, comme on appelle ça, donc qui est l'endroit où il y a l'échange entre le sang et le cerveau. Et il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus d'ailleurs, mais bon, l'échange là-dessus. Et puis, ce tryptophane va être absorbé à cet endroit-là dans le cerveau. Il va passer cette barrière hémato-encéphalique. Et alors ensuite, il y a une troisième, c'est à ce moment-là qu'il va servir à produire la sérotonine dans le cerveau. Et donc, il y a, via différents mécanismes pour arriver finalement du tryptophane à la sérotonine. Ensuite, cette sérotonine va être libérée dans cette fameuse communication synaptique, ces fameuses jonctions dont je disais au début qu'il y en a 150 000 milliards dans le cerveau. Et puis, elle va agir sur son récepteur. Donc ça, c'est toute la voie de ce tryptophane-là. Et alors, on a dans le cerveau des récepteurs à la sérotonine qui ne sont pas les mêmes que ceux dans l'intestin. On les appelle les 5-HT1, 5-HT2, et dans l'intestin, c'est les HT3, HT4. Et puis alors, il y a toute une synthèse de sérotonine dans l'intestin aussi, mais qui, elle, est plutôt destinée à tout ce qui est mobilité, sensibilité au niveau intestinal. Donc, il y a deux... Parce qu'on dit souvent, on entend souvent, 90% de la sérotonine est produite au niveau intestinal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, le système intestinal comprend 95% de la sérotonine et le cerveau, 5%. Mais elle n'est pas utilisée de la même manière. C'est pas pour ça que les 5% du cerveau ne sont pas aussi importants que les 95% de l'intestin. Ok. Et du coup, si la production au niveau intestinal est perturbée, est-ce que ça va se voir au niveau de la production plus cérébrale qui va dans la fente synaptique? Non, c'est un petit peu différent. C'est surtout, ça joue un peu. On a constaté de fait que certains équilibres intéressants du microbiote allaient augmenter la production de sérotonine intestinale, qui allait pouvoir être aussi passée dans le flux sanguin, mais on parle aussi évidemment beaucoup de l'absorption de la sérotonine, du tryptophane alimentaire, quoi. C'est ça, oui. Donc au final, c'est plus la synthèse du tryptophane qui va être intéressante. Il y a un peu les deux. Maintenant, tout ça n'est pas encore ultra clair. Mais on sait que il y a certaines bactéries au niveau intestinal qui vont favoriser le fait que on ait une bonne production de cette sérotonine au niveau cérébral. Voilà, parce que c'est encore un autre volet sur lequel je dois parler. Donc effectivement, dans ces bactéries, pour la sérotonine, donc l'important va être, certaines vont effectivement améliorer l'absorption du tryptophane. Apparemment, certaines aussi vont améliorer la synthèse du tryptophane au niveau des cellules intestinales, dont une partie quand même va aller jusqu'au cerveau. Éviter les mauvaises bactéries qui vont détruire le tryptophane. Et puis alors, aussi, chose très importante, dans les voies de communication entre le microbiote et le cerveau, quand on a un microbiote qui est plutôt inflammatoire, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, et donc quand on n'a pas assez de bonnes bactéries qui protègent la paroi, trop de mauvaises bactéries qui peuvent, si elles atteignent la paroi, alors être en contact avec le système immunitaire intestinal, et celui-ci va produire des messagers de l'inflammation. Et ces messagers de l'inflammation vont pouvoir arriver jusqu'au cerveau. Et c'est là où, au cerveau, ils vont affecter la production de sérotonine à partir du tryptophane. Et donc, en fait, quand je disais que le tryptophane, il va d'abord être absorbé, puis il va migrer, il va passer la barrière hémato-encéphalique, il va arriver dans le cerveau, et là, il va servir à produire la sérotonine. Mais là, l'enzyme, il y a une enzyme qui dégrade le tryptophane vers une autre voie, on appelle ça la voie des kynurénines. Eh bien, cette enzyme-là peut être suractivée par ces fameux messagers de l'inflammation. Et d'ailleurs, il y a une étude chez les souris qui l'a montré aussi. On a constaté que chez des souris où on avait optimalisé leur microbiote avec certaines bactéries, etc., et eh bien, elles avaient des comportements moins dépressifs, donc on avait un effet clinique, mais aussi la quantité de kynurénine était moindre. Donc, sans doute qu'il y avait moins d'inflammation qui avait généré ça. Oui, donc en fait, le microbiote, il va avoir, même au niveau du tryptophane, il va avoir un effet à deux endroits, déjà dans la synthèse au niveau intestinal, mais puis même par une autre voie, il va aussi aller empêcher qu'elle fonctionne correctement s'il y a justement cette inflammation intestinale. Absolument.
c'est quoi une inflammation intestinale? On en a déjà un peu parlé dans un autre podcast, mais il y a plusieurs voies à la création d'un microbiote inflammatoire, dont une dont on a déjà parlé dans un autre épisode, liée au stress directement. Donc c'est là où on parle souvent un peu de ce cercle, du coup, pas des cercles vertueux, Non, mais c'est le contraire. Ouais. Alors, ouais. Et comment est-ce que, du coup, à l'inverse, on sait que le stress peut générer, enfin, ou peut-être explique-nous un peu les différentes façons dont on peut avoir un microbiote inflammatoire. Alors en fait, il y a deux grandes façons. Dans l'équilibre, en tout cas, du microbiote. La première, c'est d'avoir un excès de bactéries qui, on le sait, lorsqu'elles sont en contact avec le système immunitaire, vont favoriser la production de messagers inflammatoires. Donc, c'est-à-dire que le système immunitaire se dit, en étant en contact avec ces bactéries-là, enfin, en tout cas avec ce qu'on appelle les pathogènes, les éléments pathogènes de la bactérie qui vont impacter le système immunitaire, eh bien, elle va se dire, oh là là, quelque chose qui ne va pas ici, et ils vont produire des cytokines inflammatoires. À l'inverse, d'autres bactéries vont stimuler la production d'autres messages, qui sont des messages, quand le système immunitaire reçoit ces fameux, on appelle ça des PAMs, enfin peu importe, ce message, cette information, eh bien, il va plutôt produire des messagers qui vont dire, écoutez, tout va bien, si on se calme, on ne va pas s'enflammer. Hein, et il y a vraiment tout un équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'on parle parfois de la veille immunitaire liée au microbiote, c'est d'avoir quand même d'être un peu sur le qui-vive, comme ça, pour savoir réagir. Mais il faut que ce soit dans un bon équilibre. Et pour ce faire, eh ben, il faut qu'il y ait d'une part un bon équilibre entre les deux types de bactéries, et d'autre part, que justement cette quantité suffisante de bonnes bactéries permettent aussi de stimuler la production d'un mucus qui protège la paroi intestinale, qui permet de ne pas avoir... Au niveau du grêle, c'est différent. Au niveau de l'intestin grêle, on a les bactéries en général, si tout va bien, traversent assez vite. Et donc, il n'y a pas de contact important. Mais par contre, au niveau du côlon, là où il y a beaucoup de bactéries qui stagnent, eh bien, il est important d'avoir une double couche de mucus, avoir cette fameuse couche qui permet d'éviter d'avoir ce contact. Et justement, c'est là où on peut faire le lien entre, d'une part, des mauvaises bactéries qui ont tendance à détruire ce mucus, que ça existe aussi. Il y a des bactéries, par exemple, les bactéries qui produisent du soufre sont des bactéries qui vont détruire ce mucus. On sait aussi, entre parenthèses, que certaines bonnes bactéries, on en a beaucoup parlé, ce fameux Akkermansia, dont on sait qu'on avait en tout cas associé le déficit avec un risque plus grand d'obésité ou de diabète, eh bien, on sait maintenant aussi qu'un excès, des gens qui ont, au lieu d'avoir entre 1 et 4%, par exemple, de cette bactérie dans leur microbiote, qui se retrouvent avec 15%, 20%, c'est très mauvais. Ça a été associé à des maladies auto-immunes au niveau rénal, entre autres, parce qu'on sait que c'est une bactérie intéressante pour parce qu'elle stimule le fait de resserrer les jonctions entre les cellules, donc d'éviter le passage de molécules qui ne devraient pas traverser. Mais en excès, ça mange le mucus, et donc ça détruit le mucus protecteur. Okay. Et j'en reviens finalement à la question, et le stress dans tout ça. Mais peut-être juste avant ça, parce que je trouve ça intéressant de faire un petit point d'arrêt là-dessus. Donc tu expliques comment, en fait, ce que c'est qu'un microbiote inflammatoire. Tu parles que toute cette bataille en fait se passe au niveau du côlon. C'est pour ça qu'on parlait avant du côlon irritable. En fait, ce côlon qui était irrité par ces bactéries d'inflammation. Maintenant, on appelle ça plutôt le syndrome de l'intestin irritable. C'est plus juste. Et donc, ce syndrome de l'intestin irritable est souvent associé à beaucoup d'anxiété chez les personnes. Je pense d'une part par rapport aux symptômes que ça génère. On sait que souvent ça complique la vie pour plein de raisons, parce qu'on doit accourir pour aller aux toilettes, on se sent pas à l'aise de sortir, on a mal au ventre, plein de symptômes, peut-être même élaborer là-dessus, même si c'est pas le sujet. Mais aussi, du coup, en fait, ça pourrait expliquer que ces personnes qui ont un microbiote plus inflammatoire, qui ont le syndrome de l'intestin irritable, vont avoir du coup cette voie qui laisse passer ces cytokines inflammatoires qui empêchent que la sérotonine fonctionne correctement au niveau du cerveau. Exactement. C'est le fameux gut-brain axis dont on parle toujours, l'axe intestin-cerveau.
où on sait qu'il y a beaucoup plus de voies d'ailleurs qui vont de l'intestin vers le cerveau que l'inverse au niveau anatomique. Et maintenant, c'est pas pour ça que ça veut tout dire, mais il est clair que d'une part, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quelqu'un qui a un microbiote inflammatoire, un déficit dans ces bonnes bactéries dont on parle, pour différentes raisons dont on a un peu parlé, ben, ça va avoir des effets néfastes sur son système GABA, son système sérotoninergique, ça va le mettre en état d'anxiété et dépression. Et c'est là où c'est un cercle vicieux, en effet, parce que si la personne est plus stressée, plus de stress, on sait aussi que ça va générer une production d'adrénaline plus importante. Et cette adrénaline va stimuler la glande surrénale qui va produire du cortisol. Et on sait que, justement, cette production-là va avoir un impact néfaste au niveau intestinal parce que ça va, entre autres, stimuler la production de ce qu'on appelle une sérine protéase, donc qui est une enzyme produite par les cellules intestinales qui va dégrader le mucus. Et donc, en fait, quelqu'un de stressé va dégrader son mucus et donc ça va favoriser le contact des mauvaises bactéries avec son système immunitaire. Et ça va aussi, quand la muqueuse est plus à nu, parce qu'il n'y a plus ce mucus pour la protéger, ben, ça va être aussi une muqueuse plus irritable par un tas d'irritants. Oui. Ça peut être la bile, ça peut être les piments, ça peut être les acides, etc. Quoi, hein. Oui, le blé, le vin, voilà, les tanins du vin rouge, etc. Et donc, on voit qu'il y a vraiment ce lien entre les deux. De surcroît, avec le stress, on sait aussi que dans la phase, pour ceux qui ont suivi le profil du cortisol, c'est ça. etc. Donc ici, peut-être on vous renvoie vers la vidéo qui va apparaître ici sur le lien, enfin sur toute cette production du cortisol et le stress chronique, hein, parce que c'est pas comme on peut lire parfois que le cortisol est pas bon, qu'il est en produit, il cause des dégâts. Non, c'est l'hyperproduction de manière chronique sans arrêt. Qui peut générer ce genre de mécanisme. Donc, il y a toute une vidéo qu'on a fait ensemble là-dessus. Mais donc, c'est ce mécanisme-là. C'est ça. Donc, ça veut dire que les gens qui ont un stress chronique et on en est au stade à un moment donné où il y a plus ce fameux contrôle feedback par le cerveau sur la production de cortisol et qui sont en hypercorticisme, eh bien, on sait que l'augmentation par exemple, de glucocorticoïdes au niveau cérébral va précisément diminuer la neurogénèse, à l'inverse de ce que font les antidépresseurs, comme par exemple la fluoxétine. Mmh. Et justement, enfin, j'y parlerai après, mais concernant les expériences faites avec les psychobiotiques, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une expérience qui a été faite avec un nouveau psychobiotique qui va sortir, qui contient justement le Lactobacillus plantarum, le Bifidobacterium breve et encore d'autres choses dont je passe les détails. Mais les expériences, ils ont constaté qu'en donnant ce psychobiotique chez des souris stressées, ils ont comparé donc des souris stressées, des souris pas stressées forcément, c'est les souris stressées à qui on donne de la fluoxétine, donc du Prozac, et des souris stressées à qui on donne ce psychobiotique. Et dans les épreuves, justement, de mobilité, de nage, etc., ils ont retrouvé quasiment les mêmes résultats avec le psychobiotique qu'avec la fluoxétine. C'est quand même assez impressionnant. Oui. Donc, ça peut avoir un effet. Oui. Et donc, du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'on peut un peu diagnostiquer la vulnérabilité à l'anxiété en analysant le microbiote? Mais, en fait, oui. Alors, faut être précis. C'est un peu touchy comme question, c'est-à-dire que oui et non. Hein, et ça répond pas à tout. Hein. Quelqu'un qu'on met dans une situation de stress majeur, qu'on analyse, qu'on corrige son microbiote, bon, c'est bien, mais ça va bien sûr pas tout régler. Tout est plus complexe que ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il est évident, ça semble évident maintenant, que le microbiote a un impact sur le système nerveux, sur l'anxiété, sur la dépression, et que effectivement, de corriger cet élément-là est un élément fondamental à corriger pour essayer d'optimaliser la situation. De la même manière que on sait aussi, par exemple, que les oméga 3, hein, c'était démontré depuis longtemps, et que le déficit en oméga 3 était mauvais. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur dépression et oméga 3, parce que précisément les oméga 3 améliorent
la plasticité des récepteurs aux neurotransmetteurs. Et donc, c'est aussi un élément intéressant, évidemment. Et donc, c'est certain, quelqu'un qui a un mauvais microbiote, une carence en oméga 3, ce sont deux éléments très, très néfastes au niveau psychique. Et c'est important, je pense, que les psychologues, les psychiatres soient au courant de ça et puissent essayer d'optimaliser chez leurs patients en même temps qu'ils vont les traiter avec des médications. Parce que bon, il ne faut pas non plus être naïf. Hein. Oui, c'est un ensemble de choses. Il y a des situations psychologiques où ce n'est pas en améliorant le microbiote, en donnant des oméga 3 que ça va suffire, bien sûr. Mais il est évident que je pense que c'est un élément à considérer sérieusement et à prendre en charge en même temps que le traitement c'est ça, c'est quelque chose classique qui se fait en complément. Quoi. Exactement. Ouais. Mais donc du coup, comment, parce que là tu as donné un peu certains exemples de certaines bactéries, tu as parlé de certaines bactéries qui ont un effet positif et qui ont un effet négatif. Comment est-ce qu'on peut un peu reprogrammer son microbiote pour réduire l'anxiété ou savoir comment démarrer? Parce que tu parlais de la Carmentia où pendant tout un moment on a dit oui, prenez ça, vous allez perdre du poids, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas le cas. Ça marche pas comme ça. Et tu as justement dit, voilà, chez certaines personnes, ils en manquent cruellement, chez d'autres personnes, ils en ont trop. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait, en fait? Bon, en plus des conseils un peu généraux, on sait que généralement, c'est bien de manger brut, donc ne pas manger des aliments transformés, manger moins de sucre, manger des aliments riches en fibres. C'est un peu des conseils que, voilà, on peut lire un peu partout et qui sont très bons. Autre que ça, comment est-ce qu'on fait? C'est sûr que d'avoir, d'une manière générale, d'avoir une alimentation plus riche en fibres, donc en prébiotiques et en ce qu'on appelle en cobiotiques, qui sont genre des polyphénols qu'on va retrouver dans les fruits, les légumes, le café, le chocolat, enfin, et encore d'autres choses, le thé, et manger moins, éviter un excès de protéines et de graisses animales, à peu près dans tous les cas, hein, ça va être bien. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir un microbiote excessivement fermentatif, par exemple, hein, ce qu'on appelle dans le SIBO, par exemple, hein, donc ce qu'on appelle le Small Intestine Bacterial Overgrowth. Hein, c'est des gens qui représentent quand même un nombre considérable de patients qui souffrent de l'intestin irritable. Eh bien, c'est pas mal de ces patients. S'ils consomment excessivement de fibres, ben, ça ne va pas bien se passer du tout. Ça va augmenter la prolifération de ces bactéries. Et entre autres, dans les bactéries du grêle, il y a pas mal de bactéries inflammatoires qui sont capables de se nourrir de choses qui sont plutôt bonnes pour la santé. Et comme en plus l'intestin grêle n'est pas bien protégé par cette double couche de mucus, en cas de SIBO, eh bien, on n'a plus ce passage rapide des bactéries à travers l'intestin. Et donc, on a un contact avec la muqueuse et on peut avoir effectivement ça peut créer des perturbations de la paroi intestinale, le passage de cytokines inflammatoires, etc. Donc, c'est certain que dans ce cas-là, c'est pas du tout, ces conseils simples ne suffiront pas. C'est compliqué parce qu'on leur dit manger plus d'aliments riches en prébiotiques, de fibres, mais pas tous ces aliments-là conviennent et donc on se retrouve souvent vous avez des gens qui ont par exemple des microbiotes avec beaucoup de bactéries sulfidogènes. C'est ce qu'on appelle maintenant les ISO ou c'est le Intestinal Sulfide Overgrowth. Eh bien, ces gens-là, il faut absolument éviter l'excès de soufre dans l'alimentation et leur donner parallèlement d'autres choses pour favoriser la croissance d'autres bactéries pour équilibrer les choses, etc. Enfin, là, je vous ai donné deux exemples, mais tout ça pour dire que, de fait, le fait de connaître le microbiote permet d'être beaucoup plus pointu sur est-ce qu'il faut donner des prébiotiques, oui, non. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi le cas des personnes qui n'ont pas assez de ces bactéries qui protègent le mucus. Et alors, il y a certaines personnes, on va se rendre compte qu'ils ont un déficit énorme en prébiotiques. Et c'est plutôt ça qu'il faut donner. D'autres, ce sera plutôt en probiotiques. Voilà. Et quand on sait comment rééquilibrer, hein, imaginons qu'on fasse ce qu'il faut faire de manière adaptée au microbiote,
Généralement, un microbiote, est-ce que ça se rééquilibre ou est-ce que ça se déséquilibre vite? Est-ce que ça bouge rapidement, un microbiote? Alors, ça se rééquilibre pas très vite. Hein, ça met quand même certainement 4 mois si on veut évaluer un effet d'un traitement sur le microbiote. Et ça se redéséquilibre, évidemment. Moi, j'ai eu le cas, encore il n'y a pas longtemps, en consultation, un patient, j'avais rééquilibré son microbiote, et d'ailleurs, il avait une amélioration clinique, et puis je le revois 2 ans plus tard, où tout était un peu parti en vrille, hein, au niveau des suivis, etc. Et son microbiote avait de nouveau, Ouais, c'est ça. était de nouveau revenu vers l'état initial. Pas tout à fait, mais quand même vers l'état initial. C'est ça. Oui, donc ça met un peu de temps à se rééquilibrer, et puis après derrière, voilà, si on ne met pas un certain minimum de suivi, ça va, après un certain temps, ça va se redéséquilibrer aussi, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui explique que certaines personnes sont plus sujets à avoir un microbiote perturbé? Est-ce qu'il y a certaines personnes, est-ce qu'on sait ça, s'il y a certaines personnes qui sont plus sujettes à avoir un certain type de déséquilibre de microbiote que d'autres, ou ça c'est des choses qu'on ne sait pas trop, chacun a des déséquilibres un peu différents? Voilà, alors effectivement, chacun a des déséquilibres un peu différents. Alors ce qui est intéressant quand on analyse son microbiote, on constate que les gens qui, par exemple, ont un assez bon microbiote, on va avoir tendance à garder un assez bon microbiote. Donc, à la limite, on ne doit pas faire 50 fois l'analyse, c'est plutôt rassurant. Par contre, des gens qui ont un microbiote assez déséquilibré, il faut essayer de mettre en place des choses pour le rééquilibrer, tout en sachant, bien entendu, que dans ce déséquilibre, il y a pas mal de facteurs. Un premier facteur, c'est évidemment génétique, vraisemblablement. Un deuxième facteur, c'est tout ce qui concerne le microbiote de la maman, le mode d'accouchement, l'allaitement, le pas-allaitement, le fait d'avoir pris petit beaucoup d'antibiotiques pour des raisons XY ou d'IPP, enfin des antiacides. Et puis alors le contact, tout ce qu'on a vécu comme contact avec le milieu extérieur, son alimentation. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a énormément de facteurs, et quand parfois les gens me demandent, tiens, mais pourquoi j'ai un microbiote comme ça, je dis, c'est difficile à dire, il y a énormément d'éléments qui ont fait que il est comme ça maintenant. Et pourquoi est-ce que certaines personnes, en un coup, tout allait très bien, et puis en un coup, ouf, c'est la cata aussi au niveau digestif, et puis après, on se rend compte qu'il y a un microbiote qui est déséquilibré. Mais est-ce que ce microbiote s'est déséquilibré à ce moment précis-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, et c'est juste qu'en un coup, les symptômes sont remontés à une certaine période? C'est une question que, en fait, que je pose la question parce qu'on me l'a déjà posée plusieurs fois, et je ne savais pas répondre. Alors, oui, alors il y a plusieurs éléments, hein. C'est sûr que la situation où subitement, paf, comme ça, sans qu'on ait eu d'intoxication alimentaire, sans qu'on ait eu vraiment de traitement antibiotique, c'est vrai que vous avez des gens, suite à une intoxication alimentaire ou un traitement antibiotique, ça se déséquilibre terriblement. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, je parlais du SIBO tout à l'heure. On sait que l'intoxication alimentaire, dans un cas sur 9, ça peut se transformer en SIBO, donc qui devient alors plus problématique. Mais outre cela, ce qui est fort probable dans ces cas-là, c'est qu'il y ait eu un impact du psychisme par la voie de destruction du mucus et d'altération du microbiote, en tout cas d'altération de l'impact du microbiote sur le système immunitaire qui a eu lieu à cause du stress. Et puis, il y a autre chose que le microbiote, c'est-à-dire on sait qu'avec le stress, via le nerf vague, on peut altérer la sensibilité, la motilité intestinale. Et donc, indépendamment du microbiote, il y a aussi des transmissions nerveuses qui vont se passer et qui vont jouer sur les symptômes. Oui, ou les cytokines inflammatoires dont tu parlais, qui arrivent pour détruire la paroi. Ça, c'était une voie, mais même sans donc, il y a cette voie-là qui fait que, de fait, le système adrénergique va mener à la synthèse de substances qui vont détruire le mucus. Mais il y a aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec le microbiote, qui est juste l'impact du nerf vague sur le système nerveux intestinal. Et là, qui va générer des crampes, des tensions. Et ça impacte le microbiote?
par la suite? Est-ce que ça a un impact? Ça peut aussi impacter le microbiote, effectivement. Mais bon, on va pas rentrer dans tout ça maintenant. Mais moi, j'ai le temps. Disons que on sait de fait que le nerf vague, via l'acétylcholine, peut avoir des effets sur les cytokines inflammatoires, etc. Ouais. Et puis après, il y a ou d'autres choses comme l'apparition d'une candidose. On a déjà fait un épisode là-dessus aussi, mais la candidose peut aussi dérégler le microbiote, ou c'est plutôt dans l'autre sens? Un microbiote déséquilibré peut générer une candidose, ou ça peut être dans les deux sens? En général, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est un microbiote déséquilibré qui va favoriser le fait que ces candidats vont pouvoir se multiplier et se transformer et vont pouvoir envahir l'espace. Okay. Ouais, on connaît bien l'histoire. Quand on prend des antibiotiques qui ont un impact, parce que tous les antibiotiques n'ont pas cet effet-là, mais les antibiotiques qui ont un impact sur le microbiote, ils ont aussi un impact sur le microbiote intestinal, mais aussi vaginal. Et c'est souvent bien connu chez les femmes qui prennent un antibiotique et puis qui vont avoir une mycose vaginale. Ben pourquoi? C'est parce que cet antibiotique a détruit les lactobacilles qui sont fondamentaux dans la flore vaginale et qui fait que d'autres espèces, du coup, vont pouvoir prendre le pouvoir et déclencher une infection. Pour tout ce qui est cystite. Et par exemple, les candidats, en l'occurrence, vont pouvoir faire une mycose vaginale, prendre le pouvoir, alors que normalement, s'il n'y avait pas eu cette destruction des lactobacilles par l'antibiotique, eh bien, ces champignons restaient à l'état de levure inoffensif. Voilà. Et est-ce qu'on sait s'il y a une différence entre les personnes qui ont un microbiote qui est assez fragile depuis toujours et qui ont certains symptômes qui apparaissent parce que voilà, ils n'ont pas un microbiote très solide, et les personnes qui ont qui allaient bien, mais qui en un coup ont plutôt une attaque extérieure, si je puis dire, une des voies dont on a parlé. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans la capacité à rééquilibrer le microbiote derrière? Alors, exactement. Donc, c'est important comme question. Il y a deux volets. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont plutôt sur un fil, qui ont un microbiote qui est plus ou moins équilibré. Il y a peu de choses. Il suffit de peu de choses pour passer d'un côté à l'autre, effectivement. Et puis alors, il y a un autre volet qui est plutôt un volet génétique, c'est-à-dire que vous pouvez prendre deux personnes avec le même microbiote, et puis il y a une personne qui va avoir quasiment pas de symptômes, et à l'inverse extrême, une autre personne qui va développer carrément une maladie inflammatoire intestinale, genre maladie de Crohn. Et ça, c'est lié au système, au groupe HLA, comme on dit, donc du système immunitaire. Donc ça, c'est vraiment génétique. Et on n'est pas les mêmes. Donc ce sont des prédispositions génétiques, si vous voulez, qui font que s'il y a un microbiote qui se déséquilibre, eh bien, les uns vont pouvoir développer une maladie inflammatoire et les autres pas. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que du coup, c'est cette prédisposition génétique qui explique la difficulté qu'on a à adopter cette transplantation fécale? Parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, lui il a un bon microbiote, hop, on va le donner à toutes les personnes qui n'ont pas un bon microbiote. On avait un peu parlé dans l'épisode où on faisait un peu une réaction à la série Netflix. On a parlé de la transplantation fécale parce qu'il touche à ce point-là. Ouais. Est-ce que c'est du coup cette prédisposition génétique qui fait qu'on a du mal à amener ça sur le terrain, autre que le fait que pas tout le monde est prêt à avaler une capsule de sel? En fait, c'est surtout ce qui fait surtout peur, c'est de savoir quelles sont les maladies qui pourraient être transmises par le microbiote du donneur, qui ne sont pas évidentes au moment où il récolte les selles. C'est un peu ça l'idée. C'est finalement de se dire, OK, il n'a pas ce problème-là, il a l'air en forme, mais est-ce que finalement, il n'y a pas des choses qui vont être transmises? Et c'est sûr que par rapport à cela, dans le futur proche, à mon avis, donc il y a, dans ce qu'on fait pour l'instant dans l'analyse du microbiote, c'est surtout ce qu'on appelle la métagénomique. Donc, c'est-à-dire que ça nous permet d'identifier les différents types de bactéries qu'il y a dans le microbiote du patient. Mais alors maintenant, on commence à utiliser, mais là on est plutôt dans la recherche, même si certains considèrent encore que la métagénomique c'est de la recherche, quoique franchement on a quand même
tellement d'éléments maintenant et je trouve personnellement avec mon expérience de quand même pas mal de 10 ans quand même dans le domaine, ça me semble, pour moi, c'est une évidence de l'intérêt clinique de pouvoir utiliser l'analyse métagénomique du microbiote. Même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, il y a quand même beaucoup de choses qu'on connaît et certainement, on peut aider les patients à pas mal de points de vue, je trouve. Mais bref, tout ça pour dire que, outre cette métagénomique, il y a ce qu'on appelle maintenant, on peut faire de la métabolomique, la métaprotéomique, etc., transcriptomique et autres, ce qui est quelque chose de beaucoup plus complexe et ça permettra sans doute d'évaluer par rapport à un microbiote tout ce qu'il est capable de produire et de générer à gauche et à droite, y compris comme problème. Mmh. Donc, c'est ça. tout ça est Oui, c'est qu'aujourd'hui, en faisant ce qu'on appelle des analyses de la métagénomique du microbiote intestinal, comme on fait chez Simp aussi, c'est des analyses où ça permet de voir les bactéries qu'aujourd'hui on comprend et dont on connaît les effets et on sait comment agir dessus. Voilà. Mais plus tard, et c'est un peu une des dernières questions que j'avais pour toi, c'est quels sont les grands axes de recherche pour les années à venir pour toi dans... Là, sûrement beaucoup, mais pour toi, quels sont les plus grands axes de recherche, là où ça a le plus d'intérêt au niveau de la recherche, où du coup, on va utiliser peut-être d'autres types d'analyses qui sont encore plus... Oui, mais c'est ça, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est l'exemple, on en parlait tout à l'heure, de cette bactérie, la Lactobacillus plantarum et la glutamate décarboxylase. Eh bien, justement, par la recherche métaprotéomique, eh bien, on a pu constater que cette bactérie allait générer des fragments d'acides aminés de cette enzyme en question et que c'est comme ça qu'est fait le lien entre telle bactérie et une augmentation de telle enzyme qui va permettre de produire tel neurotransmetteur. Et à l'inverse de ce qu'on disait à l'époque, c'est pas simplement la bactérie qui produit le neurotransmetteur comme ça, pouf, c'est plus compliqué que ça. Et donc, c'est certain que de cette manière, on va pouvoir aller certainement plus loin dans ce que le microbiote est capable d'apporter. Et c'est pour ça que c'est tout à fait exact. Il y a énormément de choses à découvrir. Même s'il n'y avait que le microbiote, tout irait bien en médecine. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, et c'est là où quand même terminer par ça, je trouve que le fait de pouvoir identifier maintenant l'absence de bactéries intéressantes pour protéger à la fois la paroi de bactéries pro-inflammatoires qui vont générer ces fameuses cytokines inflammatoires qui vont avoir un impact sur ce qu'on appelle la neuroinflammation. Donc, qui vont à la fois diminuer la production de sérotonine, c'est ce dont on parlait aujourd'hui, mais qui vont aussi à la fois favoriser des maladies neurodégénératives. Donc, c'est quand même une chose importante. On n'en a pas parlé pas ici. Le sujet aujourd'hui, mais il y a un autre épisode qu'on a fait là-dessus. Il y a ça aussi. D'avoir aussi ce bon microbiote qui, on le sait, va favoriser l'incorporation du tryptophane pour la sérotonine. D'avoir aussi ce bon microbiote qui, via la synthèse d'enzymes, comme j'expliquais déjà, va favoriser la production de GABA. De s'assurer qu'on n'a pas un mauvais microbiote qui, lui, va justement favoriser ces cytokines qui enflamment le cerveau, qui va détruire le précurseur, donc ce tryptophane qui va être précurseur de la sérotonine. Donc tout ça, on peut quand même avoir une image de ce qu'il en est. Est-ce qu'on a assez de ceci ou trop de cela, etc. Ça, on a quand même déjà en 2025, avec une analyse métagénomique du microbiome, on a cette image. Et donc, on peut quand même réagir par rapport à ça. Voilà. Toute petite dernière question pour toi. S'il y a une chose à retenir, la chose essentielle que tu voudrais que les auditeurs retiennent du lien entre le microbiote et l'anxiété, ce serait quoi? Ben, c'est ce que je viens de dire maintenant. C'est-à-dire que voilà, il y a clairement partout tous les mécanismes dont j'ai parlé. Et encore, j'ai pas parlé de tout parce que il y a encore, oui, si on va terminer plutôt encore là-dessus, c'est que il y a, on sait que les fameux acides gras à chaîne courte qui sont produits par des bonnes bactéries ont aussi un impact pour diminuer l'inflammation au niveau cérébral et on sait qu'il y a aussi indirectement un impact sur la synthèse de neurotransmetteurs. Et aussi, un élément très, très important, ce sont on sait que les acides biliaires secondaires, donc qui sont des éléments liés à l'état du microbiote, sont aussi des éléments qui vont perturber la barrière hémato-encéphalique et qui ont donc aussi un impact sur le cerveau. Donc, il y a vraiment
parmi les mécanismes, il y a une multitude de mécanismes qu'on commence à comprendre maintenant et qui démontrent ce lien qui est évident depuis longtemps, parce que c'est certain que si vous transférez le microbiote d'une souris stressée à une souris pas stressée, et puis cette souris devient stressée, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est transmis. Et on a à ce niveau des études aussi très intéressantes quand on a transféré, ça c'est encore plus extraordinaire, on a transféré le microbiote de patients avec Alzheimer à des souris qui n'avaient rien du tout, et hop, on va voir que ces souris vont, dans les mois qui suivent, à avoir des comportements neurodégénératifs, avoir des marqueurs cérébraux d'Alzheimer, etc. Alors qu'on a juste transféré un microbiote qu'on a ensuite entretenu. C'est-à-dire qu'il y a des transferts qui sont répétés pour s'assurer d'avoir un microbiote type patient Alzheimer chez la souris. Et chose encore plus extraordinaire, c'est que on a aussi transféré donc des microbiotes de patients Alzheimer, mais des patients atteints modérément et des patients avec une atteinte sévère. Et on a vu que les souris allaient développer soit une atteinte modérée ou sévère, proportionnelle au microbiote qu'on leur a inoculé. Donc, c'est terriblement impressionnant. Le lien entre les deux est majeur et c'est comme ça pour le stress, l'anxiété, la dépression et ce qui est neurodégénératif. Donc, il y a les liens, c'est évident. Maintenant, ce sont les mécanismes qu'on est en train d'essayer de comprendre de plus en plus. Et comme j'en ai parlé aujourd'hui, il y en a déjà quelques-uns qu'on comprend. Fascinant. Écoute, voilà. Merci beaucoup pour avec tout plaisir. Ce savoir partagé. Avec plaisir. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode avec des personnes qui pourraient être intéressées par son contenu et de liker l'épisode, de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup dans cette aventure de podcast. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Voilà. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien